Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h AM et jeudi 5h p.m. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de la Télé Soleil, fans inconditionnels de Modèle, vous qui suivez cette émission chaque samedi à 8h30 p.m. et même là encore, même après l'avoir suivi le samedi, vous qui la reprenez le mardi à 9h15 AM et à 5h p.m. le jeudi. Merci d'être avec nous aujourd'hui, une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer, nous serons reçus par une dame, une grande dame de l'histoire d'Haïti, de l'éducation en Haïti. Et non, je ne vais plus rien dire d'autre. Allons voir de qui il s'agit. Si je vous dis FORF, F-O-R-F, cela ne vous dira certainement pas grand-chose, parce que cette fondation n'est pas aussi populaire que celle qui l'a créée. Pourtant, la lettre O de FORF appartient à une éducatrice, historienne et écrivaine très connue. C'est le O qui commence Odette dans Odette Roy-Fonbrun. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de Modèle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Madame Odette Roy-Fonbrun à la FORF, la Fondation Odette Roy-Fonbrun. Merci de nous recevoir, Madame. Bienvenue chez nous. D'accord, et on profiterait de parler un peu de la Fondation puisque vous nous avez reçus exactement à la Fondation. Parlez-nous un peu de la FORF qui est passée à FORF parce qu'au début, c'était pas la FORF. Non, au début, ça s'appelait FORF parce que c'est un petit fonds que moi-même j'avais créé, Fonds éducatif Roy-Fonbrun. Et je tiens au mot éducatif. Et même quand on a transformé, mes enfants ont voulu transformer en fondation, j'ai tenu à ce que ce soit Fondation Odette Roy-Fonbrun pour l'éducation. Puisque c'est ça qui est mon combat perpétuel depuis que j'ai été à l'école normale et même avant, je me bats pour l'éducation. Donc je pense que c'est ça un des buts de la Fondation, c'est le point de vue éducatif. Mais nous avons plusieurs volets. Et un des volets concerne le patrimoine. Nous avons un très très riche patrimoine que malheureusement nous gaspillons. Nous gaspillons ce patrimoine, nous le rejetons même dans certains endroits. Donc nous avons eu un grand forum au mois de mars pour attirer l'attention sur le patrimoine taïno. Parce que nous sommes tout à fait d'accord que nous avons un grand patrimoine africain, mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons un très grand patrimoine africain, nous allons rejeter nos premiers ancêtres, ceux-là qui occupaient la terre d'Haïti et qui étaient les Taïnos. Donc nous avons eu tout un programme, après le forum, tout un programme un montage sur la vie des Taïnos pour passer dans les écoles. Donc, si vous allez après ça dans les écoles, ils pourront nous contacter pour la présentation du patrimoine taïno pour les enfants. Parlant de patrimoine, vous venez de dire que nous avons un riche patrimoine, et c'est vrai, vous faites partie justement de notre patrimoine, un patrimoine humain. Merci. Nous avons voulu vous avoir à l'émission, à Modèle, mais qui est exactement Madame Odette Roy-Fonbrun? Je dois dire que je me situe tout de suite haïtienne native natale. J'y tiens car je n'ai jamais accepté, malgré 27 ans d'exil, de prendre une autre nationalité. J'attendais le moment de pouvoir rentrer chez moi, continuer le combat que j'ai mené depuis, je dirais, l'âge de 17 ans et je lutte dans le domaine éducatif. Mais mon premier livre a été un livre moral et instruction civique parce qu'il m'a toujours semblé qu'il y avait cette grande déficience chez nous dans l'éducation civique. On ne respecte pas le bien
nationale et c'est pourquoi le pays se trouve du reste dans cette situation. Et donc pour moi, le combat était d'abord l'éducation civique. Donc j'ai beaucoup écrit dans l'éducation civique, des livres pour enfants tout petits, toute une collection qui s'appelle Vivre ensemble, puisque c'est le dommage que l'on peut constater. Nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Nous n'arrivons pas à chercher des solutions aux problèmes ensemble. Et pourtant, il y a eu des moments, des mouvements, des énergies qui se sont mises ensemble pour essayer de réaliser quelque chose. Et je crois que le moment pour moi dans ma vie qui a été le plus fort dans ce domaine, c'est quand on est revenu au départ de Jean-Claude Duvalier. Le peuple haïtien, je dirais, la majorité nationale, s'était mise debout en proposant de faire ensemble, de résoudre les problèmes ensemble. Tout s'appelait Combit. Combit laver jeu, Combit nettoyer la rue, Combit solidarité pour reconstruire les écoles. Et ceci a été fait parce que vraiment on s'était mis ensemble. Donc j'avais compris que le message de la majorité nationale devait être transmis. Et ce message de Combit, au moment où on discutait beaucoup sur le socialisme, communisme, capitalisme, mots qui ne disaient absolument rien à la majorité nationale. Tandis que Combit résonnait, ça avait ce bruit de tam-tam, de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et ça m'a tellement frappé que je me suis dit, mais pourquoi allons-nous chercher socialisme, capitalisme ou communisme, qui sont des mots dans le langage de pays qui ont évolué pour arriver à cette structure, tandis que nous, le mot qui va pouvoir définir le contrat social national, d'après moi, c'est le mot combitisme. Se mettre ensemble pour sauver ce pays, se mettre ensemble pour planter, se mettre ensemble pour construire, se mettre ensemble pour étudier les problèmes. Ces jours-ci, nous avons eu un exemple extraordinaire d'une mise ensemble des partis politiques pour arriver à un accord. On peut critiquer les faiblesses. Il y a eu cet effort, ce dialogue entre des partis politiques, ce que l'on n'a pas vu depuis longtemps, et pour arriver à un accord. Ça veut dire que c'est possible. Nous pouvons nous mettre ensemble et nous devons nous mettre ensemble. Ceux qui empêchent de se mettre ensemble, ce sont ceux-là qui assassinent le pays. Parce qu'à partir du moment où vous entrez dans le crasé-brisé, à partir du moment où vous allez empêcher la paix publique, vous savez que vous empêchez le progrès. Vous allez empêcher cette mise en commun qui est indispensable pour construire. Et justement, au cours de la deuxième partie, nous allons parler social, nous allons parler de Combit, on va parler de civisme, on va aussi parler d'exil, mais juste avant, nous allons passer à une rubrique, le portrait chinois. Portrait chinois. C'est assez simple, assez simple. Si je vous demande si vous étiez une matière académique, laquelle vous auriez aimé être? Bon, évidemment, je me suis beaucoup penché sur l'histoire. J'ai écrit les histoires d'Haïti en créole, en français. Et si vous étiez un personnage de l'histoire d'Haïti? Si j'étais... Bon, je pense qu'on me connaît assez pour savoir que ce serait Toussaint Louverture. Parce que pour moi, Toussaint Louverture est un exemple. Et je crois que c'est unique, incroyable, inimaginable que quelqu'un soit sorti de l'esclavage pour être arrivé à comprendre, à réaliser ce qu'étaient ces grandes puissances, ce que ces grandes puissances représentaient, puisque tout en étant un était un empire, l'autre était une royauté, l'autre une république, et il est arrivé à se, en somme, jouer des États-Unis et de l'Angleterre, et pour arriver à ses fins. C'est un génie. Et si vous étiez une partie de l'histoire d'Haïti? Si j'étais? Une partie de l'histoire d'Haïti.
une partie de l'histoire d'Haïti. Une période exacte. Une période de l'histoire d'Haïti. Bon, celle que, évidemment, que j'ai vécue avec Toussaint, peut-être la plus active, je dirais, et où il fallait prendre des options et juger pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela. Car Toussaint n'a pas échoué. Toussaint a été trahi par la France. Ce n'est pas la même chose. Mais tout son projet, il l'a bien conçu, il l'a bien réalisé. Et celui qui a perdu, en fait, c'est Bonaparte, qui a perdu. Et sur son lit de mort, il l'a reconnu. Il a dit, si j'avais accepté la Constitution de 1801, c'était en somme comme le Commonwealth britannique que Toussaint lui avait proposé. Et il n'aurait pas perdu Saint-Domingue, il n'aurait pas perdu la Louisiane. Donc le perdant, c'est le côté où on a trahi. À présent, nous allons mettre un terme à cette première partie. Au retour, nous allons continuer à parler de politique, de social, etc. D'accord. À présent, nous observons une courte pause. On se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Nous voilà de retour après la pause, amis téléspectatrices et téléspectateurs. À présent, nous allons parler social avec Madame Odette Roy-Fonbrun. Madame Fonbrun, on va parler de la réforme Bernard parce que à la base, c'est vous qui avez conseillé de l'apprentissage en créole aux tout petits. Est-ce que, d'abord, pourquoi exactement? Quel que soit le pays, on enseigne dans la langue du pays. Si vous avez Haïti, 100% de la population parle le créole. Donc, incontestablement, la langue nationale est le créole. Donc, normalement, l'enseignement se serait donné en créole. Malheureusement, il y a un problème social, un problème historique. Nous avons été élevés, éduqués, formés en français. Nous avons été occupés par la France. Et ensuite, on a eu l'éducation qui était donnée par les Français. Il est arrivé ainsi que, au point de vue social, la majorité nationale sait que pour être éduqué, pour être civilisé, il faut qu'on ait appris le français. Donc, quand on a dit aux enfants, aux parents, qu'on va enseigner le créole dans les écoles, vous avez une majorité de parents qui n'étaient pas du tout d'accord. Parce que j'ai fait des expériences personnelles, même avec mon personnel, on va vous enseigner d'abord en créole, ensuite vous apprendrez le français. Après quelques jours, je reviens, tout le monde avait un livre de français. Madame, nous connaissons créole là, nous pas besoin de créole là, c'est français, pour le montrer nous. Donc même au niveau de mon personnel qui n'est pas scolarisé, pour leur apprendre à lire, ils n'ont pas voulu du créole. Donc le problème, c'est arriver à introduire le créole à l'école, c'est ce que j'avais suggéré lors de la réforme Bernard, à droite. Ça veut dire qu'il faut que là où vous allez mettre le créole, il y ait un succès. Il faut qu'il y ait réussite. Sans quoi on va dire que c'est le créole qui est responsable. N'est-ce pas? Donc au moment où on a fait l'expérience Bernard, moi j'ai petit allez-y pianissimo. D'abord je pensais enseigner, introduire le créole au niveau du secondaire. Et faire que le créole soit vu en tant que langue grammaticale, etc.
et aussi faire des pièces de théâtre, de jolies choses en créole. Donc montrer que dans le créole, on peut dire de belles choses. Alors que pour la majorité, le créole, c'était du vulgaire. Et maintenant, au commencement de la réforme Bernard, arriver à faire une expérimentation, et je pense progressive, qui montre le succès. À partir du moment où vous échouez, vous savez que vous n'avez pas de chance d'imposer le créole. Vous allez essayer de l'imposer. On va mettre en ce moment, et déjà dans la Constitution, l'avant-projet, j'avais fait mettre qu'on aurait ce que l'on met en ce moment, national et 2 langues officielles, mais une langue nationale. On n'a pas mis ça, on a mis 2 langues officielles. Donc on a mis le français comme à égalité avec le créole, alors qu'il y avait petit. Mais qu'on devait avoir une académie créole, ça avait été mis dans l'avant-projet de constitution. Je vois qu'en ce moment, on vient de mettre, voter pour l'académie créole. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans le comment. Faire que l'enfant qui étudie en créole, il ne se sente pas infériorisé par rapport au français. Il faut qu'à partir du moment où ce sont 2 langues officielles, qu'il apprenne le créole, qui est sa langue nationale, mais qu'il arrive aussi à étudier le français comme il devrait arriver à étudier l'anglais, parce qu'il faut ces langues de communication internationale. Donc c'est comment j'ai vu des écoles où on a enseigné l'anglais, l'espagnol, le français. Et je vois ces jeunes s'exprimer magnifiquement bien. Donc c'est une question de professeur. Vous n'avez pas de professeur ni en français, ni en créole, ni en anglais. Vous n'avez pas de professeur. Donc le problème majeur dans le système éducatif, c'est la formation des maîtres. Nous n'avons pas de maîtres. Mais ce problème de langue est dû à quoi? Parce que justement, parler créole, c'est comme vulgaire. Certains parents réprimandent les enfants s'ils... Non, mais quand moi j'étais à l'école, on était punis si on prenait à parler créole. Donc on nous avait interdit l'usage de notre langue. Donc c'est resté comme quelque chose que le créole n'est pas une langue d'éducation, n'est pas une langue de culture. C'est resté, et pour la majorité nationale, qui voit que ceux-là qui occupent les fonctions au niveau supérieur, ce sont ceux-là qui possèdent le français, il est évident que pour eux, leurs enfants doivent apprendre le français. Alors maintenant que vous voulez faire que le créole devienne reconnu et par la majorité nationale comme une langue de culture, vous avez des écrivains qui se mettent à écrire en créole, vous avez des groupements qui s'acharnent à faire passer le message du créole. Donc nous espérons qu'à un moment donné, le pays qu'on réalisera que le créole est une langue comme le français, comme l'anglais, tandis que jusqu'à présent, vous avez des personnes qui vous disent que ce n'est pas une langue. Parce que pour ceux de ma génération, le créole a été une langue parlée, jamais une langue écrite. Donc lire le créole est difficile, puisque ça n'a jamais été une langue écrite pour ces générations-là. C'est en ce moment que les enfants à l'école voient le créole écrit, mais nous n'avions jamais vu le créole écrit. Donc le créole était une langue parlée, pas une langue écrite. À présent, nous allons parler de tourisme. Ce gouvernement-là est très pro-tourisme. On est en train de vendre nos belles plages et tout. Mais est-ce que, d'après vous, ce n'est pas un problème de ne vendre que les plages et éviter le côté historique et culturel du pays? Bon, soyons clairs. Haïti est un pays pauvre, misérable. Qu'est-ce qui peut donner
de l'argent. On va cultiver la terre, on va produire davantage de nourriture. Ça ne va pas produire de la richesse. Tous les autres pays ont fait l'expérimentation. La richesse, c'est le tourisme qui vous apporte la richesse, les investisseurs étrangers. Donc il vous faut vous battre pour avoir des investisseurs de gros capitaux et aussi avoir le tourisme, les visiteurs. Vous avez une diaspora qui demande à venir visiter Haïti. Cette diaspora qui est, je dirais, les premiers touristes que nous devons espérer avoir, c'est la diaspora. Elle est prête. Cependant, il vous faut remplir certaines conditions. Quelles sont les conditions que vous devez remplir? Nous autres ici à la Fondation, on se bat pour ce que nous appelons le tourisme lacaille. Le tourisme lacaille, si je prends toute cette diaspora, elle a envie d'aller voir les lieux de sa famille, de son origine. J'ai voyagé l'autre jour, toutes les personnes qui étaient autour de moi allaient aller au Ghana. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du tourisme lacaille. Ils veulent aller chez eux. Mais j'ai vu 2 enfants aller avec leurs parents et revenir en me disant, je dis, mais vous allez revenir? Ils m'ont dit, ah non. Je dis, mais pourquoi? Il n'y avait pas de toilette. Il est évident que la majorité nationale n'a pas de toilette. Mais eux-mêmes qui vivent aux États-Unis, ils ont toujours eu une toilette. Donc, il faut remplir certaines conditions pour que ce tourisme lacaille fonctionne, se développe. Qu'est-ce qu'on va offrir dans le tourisme lacaille? C'est justement ce que nous disons, nos richesses naturelles, nos richesses culturelles, nos richesses historiques. Nous en avons plein et toutes ces richesses se trouvent à l'intérieur du pays. Ce n'est pas à Port-au-Prince. Ces jeunes viennent croupir à Port-au-Prince, avoir faim à Port-au-Prince. Et puis, les richesses sont à l'intérieur. Donc, il faut arriver à montrer à ces jeunes, c'est le but de la Fondation avec le tourisme lacaille, qui représente une combite de 3 forces. La jeunesse originaire de ces endroits de l'intérieur, la communauté de l'intérieur, la diaspora de ce même endroit. Voici 3 forces qui sont disponibles. Et si ces 3 forces se mettent ensemble, l'intérieur du pays va se développer. L'intérieur du pays peut se développer et il n'y a pas d'autre salut pour Haïti que l'intérieur du pays se développe. Et pour que cet intérieur du pays se développe, les 3 forces doivent se mettre ensemble et ça va favoriser le tourisme lacaille. Je ne parle pas de l'autre tourisme. Le ministère du Tourisme s'intéresse à attirer d'autres étrangers pour venir comme touristes visiteurs chez nous. Tandis que nous, pour nous, c'est la diaspora qui est vraiment la richesse touristique et qui va venir aider à développer, exploiter les richesses qu'il y a à l'intérieur du pays. À ce moment-là, les autres touristes trouveront un circuit intérieur intéressant pour aller à l'intérieur du pays où sont les richesses vraies. Toutes nos richesses sont à l'intérieur. Donc si on arrive à créer ce dynamisme du tourisme lacaille avec ces 3 forces, eh bien il n'y a aucun doute que le pays peut se développer, le pays va se développer, le pays va recevoir d'abord ses enfants comme visiteurs et dans le tourisme lacaille, et ensuite l'autre tourisme qui doit aussi se faire puisque on a ces richesses que ce monde-là aime, que le ministère du Tourisme va s'acharner à faire utiliser, à développer, et je peux en donner d'autres dans ce domaine-là. Vous avez la tortue. L'île de la tortue, c'est toute l'histoire de l'Aflibus. Dès qu'on fait un film sur l'Aflibus, sur les pirates, où est-ce qu'on vient filmer? L'île de la tortue, c'est l'histoire de l'Aflibus, c'est l'histoire des pirates.
Donc il suffit, et j'avais vu à un moment donné le président avait fait une allusion à ça, de demander à Disney de venir installer quelque chose concernant les pirates sur l'île de la Tortue. Tous les bateaux de croisière vont s'arrêter à l'île de la Tortue pour les pirates. Les enfants adorent les pirates, réclament les histoires de pirates. Donc si vous-même qui avez cette richesse, l'histoire de la Flibus, l'histoire des pirates, c'est l'île de la Tortue, il vous suffit de mettre une activité là pour que cela vienne. Si vous me demandez mon opinion, c'est d'avoir été mettre dans le Nord ce marché de développement. Et ce n'est pas indiqué du tout. C'est un peu l'assassinat de ce développement touristique du Nord. Il fallait mettre ça ailleurs. Comme à la sortie de Port-au-Prince, c'est qu'on a bidonvillisé cet endroit qui avait été destiné à ce projet de business. L'industriel, c'est pas indiqué pour le Nord. À présent, nous allons passer à une autre rubrique, jeunesse. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m, reprise mardi 10h am et jeudi 5h p.m. Et j'ai souvent accepté d'aller parler à la jeunesse. Et je pense que dans mes papiers, on va trouver des quantités de messages à la jeunesse pour dire à la jeunesse, vous êtes l'avenir du pays. Si vous ne voulez pas assumer cet avenir du pays, qui va l'assumer? Et comment vous comporter pour assumer cette responsabilité? Non, c'est pas en cherche. Vous venez à la capitale pour faire quoi à la capitale? Qu'est-ce qu'il y a à la capitale? Chaque année, constatez-le, sachez-le à l'avance, chaque année, l'État fabrique des milliers de bacheliers chômeurs. Ils savent à l'avance, en allant au baccalauréat, qu'ils n'auront pas de travail et qu'ils n'auront pas de place à l'université. Donc ça veut dire que chaque année, on produit des bacheliers chômeurs. C'est pourquoi de mon côté, j'ai tout le temps essayé de chercher des projets concernant ces bacheliers chômeurs. C'est une force qu'il faut exploiter. Comment exploiter cette force? Dans quoi exploiter cette force? Vous faites des élections. La première chose dans un pays pauvre, c'est de faire appel au service civique qui est obligatoire dans la Constitution, puisque c'est moi qui m'étais battu pour faire entrer dans la Constitution. Donc voici, le service civique est obligatoire dans la Constitution et l'État n'utilise pas, un pays pauvre n'utilise pas le service civique qui est obligatoire. Mais la première chose, si je vais décréter les élections, tout le monde est en service civique. Je ne sais pas pour vous payer. Il peut y avoir des frais, oui, mais vous êtes en service civique. Mais ce sont des millions que je mendie pour faire mes élections. Donc je dois commencer par utiliser les forces disponibles. Or, cette jeunesse, elle est là. Une fois que ce sont les bacheliers, il y a quand même la certitude qu'ils peuvent servir dans les élections. Ils peuvent ne pas être très instruits parce qu'il y a des baccalauréats qui sont vraiment assez nuls, mais quand même, il y a un minimum. Ils peuvent servir. Donc tout le monde doit être en service civique pour les élections, par exemple. Donc cette jeunesse, et c'est pas seulement là,
quand il y a eu le tremblement de terre, il m'a semblé immédiatement qu'il y a un tas d'écoles qui sont tombées. Il y a à l'intérieur, il n'y a pas d'endroit où envoyer les enfants à l'école. On va construire des écoles. Il n'y a pas de maître. Ces bacheliers-là, après un examen, je peux les choisir pour commencer à les former comme une école normale. Mais après 1 an de cours, ils peuvent commencer à enseigner dans les écoles et continuer la formation de maître. Continuer la formation de maître tout en commençant à enseigner et en fait déjà une année de pédagogie et appliquée pour ces écoles que l'on est en train de construire. Plus vous allez enregistrer d'enfants dans les écoles, plus vous descendez le niveau. Donc pour élever le niveau, faut-il que vous ayez des maîtres capables. Donc ces jeunes représentent pour moi une richesse qu'on doit absolument exploiter. Tous ces jeunes. Et je suis allé à l'intérieur, on m'avait appelé pour parler aux jeunes ici à l'université. Et la dernière fois à l'université, je leur ai dit, la dernière fois, on avait brisé les vitres de voitures dans la cour de l'université. Je leur ai dit, mais réalisez, chaque fois que vous brisez une vitre, vous rendez Haïti plus pauvre. Je ne peux pas rester sans vitre. Ça veut dire que je vais prendre des dollars ici en Haïti, dans un pays pauvre, pour envoyer au pays riche pour implanter ma vitre. Donc, chaque fois que vous cassez, brisez, vous appauvrissez Haïti et vous enrichissez les pays riches. Donc, je crois qu'il faut tout de suite vous dire, craser, briser, ça ne peut pas être une solution. On doit protester. On doit s'organiser pour protester. Quelque chose ne va pas, on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on doit protester. Mais ce n'est pas craser, briser pour protester. C'est vous asseoir ensemble. C'est comme les partis politiques. En se mettant ensemble, ils constituent une force. Et maintenant, cette force peut dire au gouvernement, nous ne voulons pas ça. Mais quand vous êtes divisé en 76 partis politiques, vous pensez bien que votre voix ne dit rien du tout. Vous ne représentez pas une force. Mais si vous mettez des plateformes unies pour protester, car il faut protester, il faut critiquer, il faut aider à construire, mais c'est en vous mettant ensemble. En étant isolé comme on est là tout le temps, on ne fait qu'empêcher au pays de se développer, on ne l'aide pas à se développer et le pays ne fait que descendre. Donc on doit bien utiliser les jeunes, mais Madame Fonbon, c'est quoi votre définition de l'échec, ensuite du succès? De l'échec et du succès. Bon, je considère que on peut tenter et ne pas réussir. Si j'ai tenté, je n'ai pas réussi, ce n'est pas un échec et honteux, je vais recommencer. Je vais voir pourquoi j'ai échoué. Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir et maintenant chercher les moyens de réussir. Tandis que si je m'assieds là et je ne fais rien, bon, je suis un échec vivant puisque je n'ai rien fait. Non, moi je pense que c'est tenter. Mais ce n'est pas tenter comme des fous, c'est planifier. On ne fait rien sans planification. On ne peut pas réussir vraiment, avoir un coup de chance, mais pour avancer, tous ces jeunes doivent se mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes du pays, des solutions à leur situation, faire des propositions mais constructives. Ce n'est pas tout le temps critiquer. Ici, on ne fait que critiquer, quelle que soit la chose que l'on fait. Si on fait ça, oh, vous auriez dû faire ça, vous n'auriez pas dû faire ça. Tandis que venez avec une proposition constructive. Vous autres jeunes, vous êtes en train d'étudier, vous voyez les réalités. Eh bien, mettez-vous ensemble, dites qu'est-ce qu'on aurait pu faire, comment pourrait-on faire. Comme je regardais hier à la télévision,
ce jeune homme qui a dit oui, malgré que la terre ne soit pas bonne, malgré qu'il y ait beaucoup de roches et ceci, nous pouvons produire. Et il a montré comment ce qu'il a fait, il a quand même produit. Il a montré que là, il n'y avait que des roches, il n'y avait pas de terre. Mais après avoir gratté, après avoir enlevé les roches, après avoir creusé un canal pour faire le peu d'eau qui va venir, il a pris des bouteilles, il a mis de l'eau avec un petit trou pour arroser ce qu'il plantait. C'est un effort constructif. Il a produit, il n'a pas pu produire ce qu'on peut produire sur une belle terre bien arrosée, mais il a montré que même là où le sol n'est pas fertile, avec de la volonté, il a produit. Donc c'est ça, le jeune doit se dire, ça n'est pas facile, certainement, je ne suis pas dans une situation où je vais trouver facilement de l'emploi et je sais que je ne peux pas entrer à l'université. Que puis-je faire de constructif? Ce n'est pas s'asseoir, raser, briser, voyer roche, faire manifestation. Ça ne peut pas être une solution à son problème. Ça ne peut pas être une solution au problème du pays. Il faut être constructif. Mais c'est en se mettant ensemble, c'est la devise du comitisme, se mettre ensemble, faire ensemble, c'est ce que dit le comitisme. Et le tourisme la cave, voici des pôles que nous proposons beaucoup ici. Utilisation de notre culture, de notre histoire, de notre nature. Mais comment on va les utiliser constructivement? Et votre définition de la réussite du succès? De la réussite du succès? C'est ça la réussite ou le succès. Je veux dire que à partir du moment où je prends les moyens, j'ai 99 chances sur 100 de réussir. Je ne sais pas, les jeunes à l'heure actuelle, le succès pour ces jeunes, c'est l'argent. Alors là, c'est dramatique. Ils sont obnubilés par gagner de l'argent. Parce qu'on vit maintenant dans un monde où c'est l'argent qui vous représente le succès. Qui a gagné de l'argent? L'autre qui n'a pas gagné de l'argent, c'est comme s'il n'a pas réussi. Et pourtant, il a mieux réussi sa vie que l'autre. Car celui-là qui avait visé de remplir sa journée, d'aider les autres, de construire, d'écrire, n'a pas gagné de l'argent. Mais il a réussi sa vie. Mais il a son rêve, il l'a réalisé. Son but, il l'a atteint. Qu'est-ce qu'on veut, c'est atteindre son but, c'est réaliser son rêve, je pense, qui est le but, la raison d'être du succès. Le succès, pour certains jeunes, c'est l'argent. Alors que du tout, je dirais, et pour moi, pour ceux qui sont comme moi, ce n'est pas l'argent. C'est comment on a un rêve qu'on veut réaliser. Comment on avait pensé aider, comment on avait pensé mettre sa pierre dans la construction du pays et qu'on a pu mettre cette pierre, c'est ça le succès. C'est pas être enrichi. Alors j'espère que les jeunes, au fur et à mesure, on va leur donner ce sens de ce que c'est que le pays et ce que c'est que servir. Je viens d'avoir une réunion familiale pour leur rappeler que dans notre famille, la devise était servir là où tu peux, le mieux que tu peux. Et c'est ça que mon grand-père, qui a été dans l'éducation nationale, une école porte son nom, il fallait apporter sa pierre dans l'éducation. Ce n'était pas pour gagner de l'argent. Mon père a construit l'école des sciences appliquées. Il a servi, formé des générations d'architectes, d'ingénieurs. Ce n'était pas pour gagner de l'argent. Donc il ne faut pas que j'entende, je ne peux pas entendre mes petits-enfants parler d'argent. Ça me fait plaisir quand avant-hier, il y en a un qui me demandait conseil
Et lui, c'est le reboisement. J'en ai un qui est mort là-dedans dans cette histoire de reboisement accidentellement. Mais c'est comment arriver. Et je dois vous dire que mes nuits, parfois, je me réveille. Comment arriver à se faire reboiser ces mondes. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un système. Comment faire des murets en bas, monter graduellement et que ces jeunes, on leur donne ce qu'il faut et qu'ils se mettent, prendre une petite colline et commencer, montrer qu'on peut reboiser. Et cela, c'est un but, c'est un rêve, ce n'est pas gagner de l'argent. Et si on arrive à faire qu'une petite colline, comme ce jeune homme hier a fait planter, a poussé et ses productions vivrières dans ces rocailles, eh bien celui qui va arriver à choisir une petite colline avec ses amis et arrive à reboiser cette colline, montre comment on peut. Ces mondes ne peuvent pas rester des mondes tête calée. Alors moi, je crois que voici un rêve et qu'un groupe de jeunes peut peut-être avoir et essayer sur une petite colline. Et je pense qu'à ce moment, l'État leur donne des avantages et les terres, ces terres arides, ces montagnes qui seront reboisées, leur appartiennent. Ça leur reviendra. On espère bien. À présent, nous observons une courte pause. On se retrouve tout de suite après. Dans une ambiance conviviale, un nom, une personnalité, un artiste partage son parcours, ses expériences et ses conseils positifs avec les jeunes. Modèle pour préparer la relève par l'exemple. Chaque semaine, rejoignez Alexandro sur la Télé Soleil, chaîne 25, dans Modèle. Modèle, tous les samedis 8h30 p.m., reprise mardi 10h a.m. et jeudi 5h p.m. Voilà de retour après notre dernière pause. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la dernière partie, la partie des conseils. À présent, Madame Fonboin, vous allez regarder les jeunes directement et leur donner certains conseils. Chers jeunes, je crois que vous m'avez toujours entendu et que mes messages ont été toujours dans le même sens. Nous avons un pays qui demande absolument que chacun mette sa pierre pour sortir le pays de cette situation désastreuse dans laquelle ces enfants, et peut-être d'étrangers, mais ces enfants l'ont mis dans cette situation. Il faut que ce soit ces enfants qui se mettent ensemble, qui s'organisent pour reconstruire ce pays. Je sais que vous pouvez. Je sais que vous en avez la capacité. Il vous faut simplement vous mettre ensemble avec cette option formelle. Il y a à faire, nous sommes capables de faire, nous allons faire. Maintenant, chacun dans sa sphère va mettre une pierre différente, mais ce sera toujours une pierre qui va aider à construire. Que ce soit ceux-là qui vont dans l'éducation, il y en a quantité de jeunes bacheliers chômeurs qui n'ont pas de travail, qui peuvent apporter leur aide en service civique, en éducation et surtout en se mettant ensemble pour chercher des solutions. Non pas pour critiquer ce qui se fait, mais pour proposer ce qui peut être fait et comment corriger ce qui est mal fait. Je vous invite, vous jeunes, à prendre conscience que l'avenir du pays dépend de vous. Nous partons, mais nous vous laissons ce message
de confiance, de foi dans votre pays. Ce n'est pas vieux pays ça, nous pour aller chercher visa. Non, c'est chercher où est votre place dans ce pays. Quelle pierre vous pouvez mettre pour construire quelque chose dans ce pays. Rappelez-vous ce bâton que l'on a, cet arbre que l'on a descendu parce qu'il y avait la volonté au départ avec un but pour l'arrivée. Vous devez avoir un but. Ce but doit être toujours constructif et constructif, valable pour le pays. Je vous souhaite bonne chance, bon travail, plein succès. D'en haut, je vous regarderai réussir. Merci bien, Madame Fonbrun. Voilà qui m'a fait ce numéro de modèle. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en se disant au revoir et à bientôt.